point juridique, syndic et copropriété, cela faisait trop longtemps que je n'en avais pas fait. J'ai donc invité l'avocat Charles Bobot au micro à venir exposer son point de vue sur 3 points d'attention importants pour les syndics en ce moment. Charles Bobot, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur les ondes de Limo pour un point juridique syndic et copropriété. La première question concerne la communication qui est faite par les syndics aux copropriétaires pour les informer de la dématérialisation des communications et la mise à jour des données. Alors dit comme ça paraît un peu flou. Je vais préciser les choses. Depuis la loi du 9 avril 2024, il est prévu que le syndic adresse les notifications à la dernière adresse mail connue. Et là, on se dit que les choses peuvent être plus compliquées qu'il n'y paraît. Est-ce que j'ai raison de penser ainsi ? Oui, c'est une avancée, oui. Puisque ça fait rentrer les copropriétés dans le siècle, puisque auparavant, oui. Le principe était l'inverse. Les notifications étaient faites par voie postale, par voie papier. Donc, c'est des convocations avec des centaines de pages qui étaient adressées par cette voie-là. Et le principe a été inversé avec l'exception, puisqu'ils avaient la possibilité d'avoir un consentement express, ce dont ils se saisissaient assez rarement. Bon, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais quand même, quand on lit la dernière adresse mail connue, c'est un petit peu plus inquiétant. C'est pas écrit comme ça dans la loi, mais par contre, c'est vrai que quand on retourne dans le décret, il est indiqué que le syndic adresse les notifications à la dernière adresse connue et à la dernière adresse mail obtenue. Et c'est là où j'ai préparé quelques petites jurisprudences, puisque on peut imaginer tout un contentieux sur la manière dont l'adresse mail a été captée. Est-ce que c'est son adresse principale ? Est-ce que c'est une adresse qui tombe dans les spams ? Donc en effet des difficultés, sachant que à défaut de notification régulière, c'est toute l'Assemblée générale qui peut être contestée pour nullité. Et là-dessus, on avait des jurisprudences intéressantes de la Cour d'appel de Versailles du 12 mars 92 et de la Cour de cassation du 10 mars 2015, dans lequel un copropriétaire qui n'a pas indiqué sa dernière adresse, son dernier domicile réel ou élu, ne pourra pas contester. Alors, est-ce que c'est transposable à notre matière ? Je ne sais pas, mais moi, je voudrais faire part d'un engagement. C'est-à-dire que toutes ces convocations, c'est-à-dire c'est des centaines de pages qui, souvent, parce que les copropriétaires négligents ne se saisissaient pas de la possibilité d'indiquer qu'ils voulaient l'adresse mail. Là, ceux qui le veulent peuvent s'y opposer. Ceux qui veulent conserver la voie papier le peuvent. Donc, c'est quand même, au-delà des économies pour la planète, c'est aussi toute une logistique qui était un peu inutile, qui impliquait beaucoup de diligence et de travail pour finalement des copropriétaires qui ne se saisissaient pas d'une possibilité qui aujourd'hui est par défaut, et le copropriétaire qui s'y intéresse peut s'en saisir. Oui, mais où est-ce que se trouve véritablement le risque de contentieux s'il y en a un ? Alors, d'abord, je pense que les syndics devraient faire des campagnes, parce que là aujourd'hui on a une disposition légale qui est d'application immédiate, pas besoin de décret d'application. En revanche, on attend quand même le décret d'application de la loi pour rectifier certaines dispositions de la loi de 67, parce qu'il y a quand même un prestataire de service de confiance sécurisé, type AR24, qui va pouvoir envoyer ces notifications, donc c'est pas un simple mail. Mais il y a quand même un risque de contentieux, puisque sur la manière dont l'adresse mail a été obtenue, on peut avoir un doute. Donc, d'où l'important de faire des campagnes d'affichage, des campagnes pour informer les copropriétaires du changement de réglementation, et s'ils veulent conserver la voie papier, de la conserver ainsi. On connaît parfois les difficultés dues au croisement entre les matières juridiques et entre les règles. Est-ce que ça a quelque chose à voir, par exemple, avec les règles liées au RGPD ? Il y a en effet la finalité de traitement des données qui sont indiquées par le RGPD et qui sont même obligatoires. Et bien de la même manière, dans ces campagnes d'information, il pourrait y avoir une mention du RGPD indiquant que l'adresse mail qui est communiquée l'est selon cette finalité de traitement. Et en cas de modification de la finalité de traitement, eh bien, il y aurait quelque part une information. Donc pourquoi pas indiquer aux copropriétaires quelle est la dernière adresse mail connue dont ils disposent, pour que les copropriétaires puissent la rectifier le cas échéant. Et aussi tout simplement pour être plus efficace, parce qu'une convocation qui part sur une adresse mail qui n'est plus consultée, c'est pas une bonne idée.
Et je rappelle là-dessus que, et puis c'est aussi le syndic, il n'est pas isolé seul dans la nature, il travaille avec les prestataires de confiance qui, à défaut de notification sur l'adresse mail, c'est-à-dire s'ils n'ont pas reçu l'information, ils peuvent doubler d'un courrier papier le cas échéant. Donc si je comprends bien, votre message, il est plus éthique, notamment envers la planète, et puis aussi le respect des droits des copropriétaires, que sur un risque pour le syndic, au fond. Franchement, les deux, hein, parce que c'est quand même sécurisant d'avoir la dernière adresse obtenue, qui est quelque part un peu confirmée par les copropriétaires. Et puis, il y a quand même un troisième volet, c'est des économies qui sont faites pour le syndic sur le timbre pour les copropriétaires. Et cela pourra être réinvesti de manière utile, notamment pour des bons procédés pour diffuser, par exemple, le contenu des résolutions lors de l'Assemblée générale, pour qu'on ne perde pas le bénéfice de la représentation des graphiques, des documents utiles pour voter les travaux, notamment. Il est passionnant de voir à quel point une disposition qui peut paraître comme ça assez anecdotique, au fond, appelle un véritable changement dans les modes de pensée et les modes de travail pour un syndic. D'autant plus déroutant que c'était la loi Habitat dégradé qui n'avait pas du tout l'objet de modifier les modes de gestion. Et finalement, en effet, il y a cette inversion, elle va permettre d'accélérer, parce que c'est quand même un processus de longue haleine, puisque la notification par voie électronique, d'abord il y a tout son cadre qui avait été créé avec la possibilité de pas avoir, parce que la voie postale, ça avait pour inconvénient les délais d'acheminement et aussi de faire partir le délai de contestation. Et donc là, au lendemain du délai de la notification par voie électronique, ça permet de faire courir les différents délais qui sont très importants, on le sait. Oui. Alors, autre sujet, celui des impayés de charges. Alors ça, c'est un sujet classique, à ceci près que cette même loi, loi Habitat dégradé du 9 avril 2024, conduit le syndic à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc lorsque l'impayé a atteint un certain seuil. Alors, on va faire grâce à nos auditeurs des seuils, mais notre sujet aujourd'hui, il a trait aux sanctions. Que risque le syndic qui ne saisit pas le tribunal judiciaire d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc ? Depuis Cicéron, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Alors, quand on est dans une copropriété parce que l'esprit de cette loi, c'était quand même les immeubles qui s'étaient effondrés et lorsque la copropriété va mal, quitter ce tête-à-tête qu'il peut y avoir entre le syndic et le syndicat et faire intervenir ce mandataire ad hoc. Il était très peu utilisé dans la pratique et d'où la volonté législative, poussée peut-être par quelques associations de consommateurs, d'ajouter une sanction qui serait que lorsque on a passé le cap du mandataire ad hoc et qu'on va à l'administration provisoire, ce qui est plus grave, ce qui dessaisit le syndic et qui lui donne les pouvoirs d'un dictateur au sens romain, puisqu'elle a les pouvoirs du syndic et de l'Assemblée générale. Eh bien, à ce moment-là, on ferait payer le coût du syndic, de l'administrateur provisoire, au syndic. Donc, ça serait une sorte de présomption de responsabilité. Quelle analyse faites-vous de façon globale sur cette procédure, cette possibilité de sanction du syndic ? Je suis un peu mal à l'aise parce que plutôt que de régler vraiment le sujet avec des solutions utiles, raccourcir les délais de procédure, enlever cette étape intermédiaire de la conciliation, de rajouter un médiateur dans le cadre d'une procédure de recouvrement, on va chercher à fustiger, et c'est toujours un peu la politique, le syndic comme un peu le bouc émissaire. Et puis en plus, on crée une présomption de responsabilité au moment de la désignation de l'administration provisoire. C'est pas, je crains que il y ait l'effet inverse, c'est-à-dire que les syndics rejettent les copropriétés dont les seuils qu'on ne rappellera pas ne sont pas atteints. Oui, vous pouvez. C'est 25% d'impayés pour les copropriétés à la clôture des comptes et ça va vite. C'est un seuil qui est d'ailleurs qui est très critiqué parce que c'est un seuil très comptable et qui fait pas état de la situation de trésorerie, de savoir si c'est un impayé persistant, de savoir si c'est lié à des travaux ponctuels. Donc à la fois le seuil de déclenchement est critiqué et puis on n'a pas forcément assez de mandataires ad hoc compétents pour gérer le sujet. Donc le fait de ne pas vouloir les mettre en avant, ces mandataires ad hoc, ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté du syndic, c'est parfois qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Et quelles recommandations alors faites-vous à ces syndics ? D'abord, de bien maîtriser les charges de la copropriété à travers une politique de recouvrement efficace. C'est pour ça que j'avais parlé de sujets classiques. Mais c'est vrai que c'est classique et en même temps,
si jamais on sent qu'il y a on va dire, des sujets qui sont d'ampleur, des dossiers de montage d'aide et qu'un syndic indépendant, par exemple, n'est pas suffisamment outillé pour faire face, pourquoi pas prendre le recours de ce mandataire ad hoc. Ou si jamais il sent qu'il y a une défiance à son encontre et que demain on va vite aller rechercher sa responsabilité, pour se couvrir aussi, ce mandataire ad hoc pourrait être la solution. On va évoquer enfin une question aussi très importante, c'est le vote des travaux de rénovation énergétique. Il s'agit très souvent de travaux coûteux dans un contexte économique qui n'est pas forcément simple. Constatez-vous dans votre cabinet une hausse des demandes de nullité des assemblées générales ayant voté ces travaux ? Malheureusement, c'est généralement quand il y a des enjeux que les contestations interviennent. Et comme ces travaux de rénovation énergétique, c'est des montants financiers considérables avec des isolations thermiques par l'extérieur et des procédés assez coûteux, certains copropriétaires vont venir contester des clés de répartition, un règlement de copropriété qui n'aurait pas été mis à jour. Si jamais les aides avaient été obtenues au préalable, ça peut remettre en cause de l'ingénierie comptable, financière. Et au final, ces aides, elles ont un caractère... Là, on est en plein changement de gouvernement. On ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'il faut pas... Il y a un petit effet d'aubaine aussi. Donc, d'où l'intérêt quand même de se saisir rapidement des dispositifs en cours pour pouvoir avancer sur les sujets de DPE et triple PT. Donc vous confirmez que lorsque l'AG est contesté par un copropriétaire, les aides à la rénovation peuvent tomber. Et à ce moment-là, on a une suite d'effets de domino assez préjudiciables pour la copropriété également. Vous savez, un avocat ne sera jamais aussi... il laissera toujours planer un peu de doute parce qu'il y a un aléa. Il est possible que les aides soient maintenues malgré la contestation de l'Assemblée générale, mais il y a un risque certain que ça puisse les remettre en cause parce que ce ne sera plus les mêmes devis, ce ne sera plus les mêmes montages et les conditions dans lesquelles le syndicat des copropriétaires a proposé à l'organisme ce montage ne sera plus le même. Donc, aujourd'hui, on invite sur ce genre de sujet à la médiation, là où je n'y étais pas pour le recouvrement, parce que si jamais les enjeux sont tels, on pourra peut-être rectifier quelques règles de répartition, on pourra peut-être envisager une autre interprétation du règlement de copropriété. Mais l'idée, c'est vraiment d'avancer sur ces projets parce que y en a qui vont chercher le petit frein, le petit argument, le petit grief, et c'est dangereux. Je suis intéressée par votre mention de la médiation, puisqu'on sait que la copropriété, c'est en soi quand même un terreau assez favorable au contentieux. Et là, vous mettez en avant la médiation. Qui peut faire cette médiation, par exemple ? La médiation, ça c'est un sujet aussi classique, qui peut être à la fois conventionnel, c'est-à-dire que les parties peuvent d'emblée aller voir un médiateur qui serait parfois sur les listes des médiations judiciaires, ça lui donnera un peu plus d'autorité. Il y a certains médiateurs qui commencent à être bien connus dans la matière. Et de l'autre, on peut, lorsque l'assignation a été lancée, d'ailleurs il y a même des obligations de rencontrer un médiateur pour qu'il nous fasse... Et je remarque que les avocats sont de plus en plus sensibles à inviter leurs clients à aller vers la médiation sur ces sujets, puisque au final les copropriétaires sont condamnés à vivre ensemble. Et je fais un aparté, à l'école des avocats, justement, il y a de plus en plus de formations à la médiation des jeunes avocats, et je pense que ça ne peut faire que du bien à la société, et notamment aux copropriétés. Mais bon, ça c'était un aparté personnel. À propos de choses personnelles, moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi avez-vous choisi d'orienter votre pratique d'avocat au service de la défense des syndics ? Ouais, c'est vrai que tous les avocats ont une cause. Alors, celle du syndic, c'est parce que y avait au final beaucoup d'adversaires contre ce métier. À la fois... en premier lieu, les médias ? Les médias jouent leur part, il y a des marronniers, et donc c'est vrai que tous les ans on peut voir certains médias fustiger de manière un peu démagogique le syndic de l'augmentation des charges comme si c'était que ses honoraires. Et voilà, le syndic c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond. Et puis en plus dans cette période, il y a eu la montée de tout ce qu'on appelle les néo-syndics qui ont parfois grimé les copropriétaires en latex en disant le syndic, si tu aimes ton syndic, c'est
c'est que tu aimes ça, du genre ça serait maso de rester chez son syndic. Ou il y a eu la campagne Matera où on avait aussi les copropriétaires, merci syndic pour tous les mots qui peuvent exister, d'écouter Vivaldi ou d'avoir des jambes en béton parce que l'ascenseur serait toujours en panne. Donc là-dessus, il y a eu la défense judiciaire du métier qui était intéressante, mais il y a un deuxième aspect, c'est que depuis 2018, rendez-vous compte du nombre de réglementations qui concernent la copropriété. La réforme de la gouvernance, l'ordonnance du 30 octobre, la loi 3DS sur les mises à jour des règlements de copro, la loi climat résilience, les DPE, les triple PT, et maintenant la loi habitat dégradé, et demain il y en aura d'autres. Donc aujourd'hui, de décrypter les lois en copropriété et de défendre le métier font que ça rend vraiment cet exercice passionnant. Et en plus, la copropriété fait partie de la ville de demain, nécessairement. C'est ça, il y a des enjeux de rénovation énergétique, il y a des enjeux de copropriété dégradée qui font qu'aujourd'hui, on est nombreux à se rendre compte que, et les pouvoirs publics en premier lieu, après avoir dit oui, il faut déverrouiller la profession, ou il y aurait un petit peu cet angle négatif vis-à-vis du syndic, aujourd'hui, on voit que de plus en plus, on le considère comme un acteur incontournable et nécessaire. Oui, alors je vais vous poser une question très très bête. Au vu de ce que je viens d'entendre, mais le déverrouillage du métier, qu'en pensez-vous ? La loi Hoguet, c'est vraiment une loi de protection, mais avant tout des copropriétaires. Il y avait eu des détournements massifs qui avaient eu lieu à une certaine époque, et d'avoir une garantie financière, d'avoir des personnes qui soient formées pour la gestion immobilière, ça me paraît être une garantie essentielle pour les copropriétaires. Et demain, si on déverrouille, comme ils disent, eh bien, ce sera l'accès peut-être à des bandits. Eh bien, merci Charles Bobot d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous reviendrez ? Volontiers. Oui, merci.